Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre séquence de votre quotidienne, Le Grand Soir. Au cœur de l'actualité, nous sommes, puisque ce soir, nous allons évoquer en formule grandeur nature ces législatives et ces municipales annoncées. Et nous allons interroger sur tous ces partis politiques qui se préparent. Nous allons questionner cette pluie de candidatures, puisque c'est à chaque jour son candidat, chaque formation en interne voit justement des militants se lever et espérer gagner le strapontin municipal ou législatif. On va essayer de faire un tour d'horizon et une cartographie de cette température politique qui s'annonce bouillonnante. Je l'ai dit, il y aura des investitures peut-être, il y aura des candidats, il y aura des dissidents, il y aura de nombreuses séquences, de nombreuses formules, mais la question est claire. Les législatives et municipales vont engendrer beaucoup de mouvements sur l'espace politique camerounais. Une fois que nous l'aurons fait, nous irons dans la cité capitale Yaoundé, puisque nous y sommes, et nous ferons un tour sur ces chantiers routiers abandonnés. Vous pouvez le constater, pour ceux qui sont dans la cité capitale autour de vous, que les routes sont quasiment à l'abandon. On a pu entrevoir une grande lueur d'espoir avec justement la présidentielle, la séquence dédiée à la présidentielle, où on a vu une certaine effervescence sur le plan routier dans la cité capitale. Mais l'on se rend compte, une fois les effluves de la présidentielle passés, que nous sommes retournés à nos vieilles habitudes et engins, tracteurs et autres manœuvres qui jonchaient et essaimaient ces axes routiers ont tout de suite déguerpi et on se retrouve face à de vastes étendues où personne ne passe, où les automobilistes et autres citoyens se perdent. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de chantiers routiers abandonnés dans la cité capitale? Peut-on espérer, avec cette autre séquence politique, annoncer un retour des travaux? C'est justement les interrogations que l'on se pose ce soir sur le plateau du Grand Soir. Et nous allons essayer comme ça de surfer sur ces actualités, cette actualité, que dis-je, cette grosse rumeur qui n'en finit plus de faire réagir dans la cité capitale et même quelque peu dans les instances judiciaires. Deux grosses libérations sont annoncées. On parle de Jules Roger Belinga, ex-directeur général de la SIC, et de Emmanuel Gérard Ondondon, lui, ex-directeur général du FECOM, 25 ans et 20 ans. C'est le tarif que les deux auront payé pour justement des faits et condamnations inhérentes au management, à la gouvernance. Ils sont toujours en prison, mais de fortes rumeurs et de fortes indiscrétions nous font savoir qu'ils pourraient goûter, là on va mettre le conditionnel, aux délices de la liberté dans les prochains jours, les prochains mois. Bref, il pourrait être libre bientôt. On interroge justement ces rumeurs qui essaiment la cité capitale. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, permettez-moi que je prenne mon verre d'eau, glacé de préférence. Je vous reviens tout de suite. Albonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, nous sommes au cœur de l'actualité et pour nous accompagner dans cette balade, ils sont déjà en plateau avec nous. Je commence par ma gauche, proche avec vous, monsieur Assiga. Vous êtes enseignant, vous êtes aussi acteur de la société civile. Vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane. Bonsoir à mes copanélistes. Mes frères de ce soir, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à Auto Management, sans toutefois oublier l'équipe technique qui nous accompagne. C'est toujours un plaisir, un honneur pour moi de faire partie de votre prestigieux plateau, d'autant plus que quand on parle d'Info TV, c'est la crème des crèmes aujourd'hui au niveau d'Afrique, ce qui fait que lorsqu'on est invité dans l'un de ces plateaux, ce n'est qu'un plaisir et un honneur. Vous allez me permettre certainement que je dise un mot concernant la société civile que je représente, pour faire comprendre que il y a quand même à redire, et nous attendons beaucoup plus nos collègues de la société civile en ce qui concerne bien évidemment le processus électoral qui arrive, et aussi leur position par rapport à tous ces mouvements au niveau des partis politiques
où effectivement les acteurs de la société civile doivent se prononcer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque l'occasion nous est donnée, nous sommes appelés à travailler, c'est le cas d'ailleurs dans ADS que je représente ici, où nous sommes appelés bien évidemment à édifier, oui, à apporter un plus aux citoyens et à faire connaître effectivement les rouages d'un certain nombre de citoyens et même bien sûr à ceux qui nous gouvernent afin de pouvoir les placer un peu plus haut et qu'il n'y ait plus des non-dits et que chacun aille voter ce jour en toute âme consciente. Merci, monsieur Asiga. On vous attend donc, vous, de la société civile, sur le terrain et on essaiera de suivre, évidemment, votre déployé. Autre enseignant, lui, il est plutôt du versant syndical. Michel Gabriel Chouchem, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais également saluer tous mes copanélistes, tous ceux qui nous écoutent dans le pays et à l'extérieur, mes collègues de la maternelle jusqu'au supérieur, en passant par le primaire et le secondaire. Je voudrais, n'est-ce pas, faire un coucou à Sa Majesté Niofo Gasmel, qui est, n'est-ce pas, du côté de Nkozoa avec tous ses notables. Je voudrais, n'est-ce pas, dire ici que Nkozoa est en train de devenir la partie du pays qui souffre le plus du délestage depuis des années. Depuis des années, avec tout ce que cela comporte comme dégâts. Et bien que Eneo, n'est-ce pas, fasse un effort pour aider la population de Nkozoa, qui pourtant, n'est-ce pas, s'active chaque jour à vaquer à ses occupations quotidiennes. Merci pour l'invitation. Je suis conscient que le progrès de la connaissance repose sur la compréhension de notre ignorance. Merci, Michel Gabriel Chougem, autre acteur, lui, des sciences juridiques, puisque le juriste Jacques Léonce Awono est avec nous ce soir. Bonsoir, Jacques Léonce. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Infotélévision. C'est un honneur d'être là encore ce soir pour parler des affaires de la République, comme je m'avais dit tout le temps. Je voudrais, si vous me permettez, bien sûr, vous ne m'avez jamais rien refusé, saluer une personne. Je voudrais dire un bonsoir particulier au docteur Minko Dani Stéphane. C'est un haut cadre de l'administration camerounaise. Vous savez que je suis un peu... Difficilement, je peux parler de ces hauts cadres de l'administration camerounaise parce que mes positions sont très souvent antagoniques avec leur façon de fonctionner. Mais lui, il fait l'exception parce qu'en réalité, c'est un homme d'exception, comme je l'ai dit. Il travaille avec honneur et fidélité. On dirait un militaire. Il sert l'État du Cameroun parce que j'en ai été témoin. Je suis allé dans son bureau et puis il m'a reçu de façon honnête. Je n'ai pas eu l'impression de ce que j'avais à faire. Un fonctionnaire camerounais, on connaît comment les fonctionnaires se comportent lorsque vous arrivez dans leur bureau. Et puis il m'a fait savoir qu'il est un fidèle téléspectateur du Grand Soir. Et donc, il est certainement accroché devant son petit écran. Je lui dis bonsoir ce soir. Merci à vous, Jacques Léonce, pour la présence sur ce plateau. On va d'ailleurs rester ensemble un moment, puisque vous évoquez la qualité, là, peut-être de l'accueil et du service dans la fonction publique camerounaise. Vous citez un exemple, mais d'autres pourraient aussi nous conter des expériences moins heureuses, où justement ils sont allés à la rencontre d'un fonctionnaire, mais n'ont pas eu l'accueil escompté. Ah oui, Stéphane. Voilà pourquoi je disais c'est un homme d'exception, parce que vous connaissez que dans notre fonction publique, les agents de l'État se comportent souvent comme des demi-dieux. Ils sont presque des demi-dieux, parce que lorsque vous arrivez dans leur service, ils vous accueillent comme exactement Dieu au paradis. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de vous démontrer que vous êtes là pour eux. Et que vous devez parfois vous mettre à genoux, vous devez faire des courbettes pour qu'ils vous reçoivent. Et pourtant, ils sont à notre service. Merci. Et on connaît très bien que c'est inscrit dans tous les services publics que le service public est gratuit en cas d'appeler tel numéro, mais on connaît très bien que le Camerounais a conçu le service public comme un service payant. D'ailleurs, si vous introduisez un dossier dans un service public et que vous n'y mettez pas quelque chose qu'on connaît à l'intérieur,
vous connaissez le sort de votre dossier. Et lui, ce monsieur, lui, il a fait l'exception parce que j'ai eu besoin d'un service dans son bureau et il m'a servi comme un honnête citoyen. C'est rare. C'est très rare. Ou alors, vous avez de la chance, Jacques Léonce. On va dire aussi bonsoir à quelqu'un qui a aussi beaucoup de chance d'être avec nous ce soir. Simon Messengue, vous êtes journaliste, homme politique, vous êtes sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, un bonsoir particulier à nos co-discutants. Un bonsoir également au président de la République. Je parle de la lutte contre la corruption, c'est pour ça que je le salue ce soir. Et un dernier rapport de Transparency International qui fait du Cameroun un pays qui s'améliore progressivement dans le sens de la lutte contre la corruption. Et davantage au Cameroun était, il y a quelques 2 ou 3 ans, premier en zone CEMAC, et ils sont pratiquement avant-dernier maintenant. Ça veut dire que les pouvoirs publics se battent corps et âme pour que cette gangrène, disparaisse, qui est une gangrène mondiale, soit réduite à sa plus simple expression. Ceci dit, je voulais dire aux Camerounais que la fonction publique, elle est payante. Elle n'est pas payante, elle est gratuite. Et c'est l'exception. C'est pour cela qu'il faut leur dire, quand vous allez déposer un dossier, vous allez vous déposer, vous rentrez avec votre décharge pour le suivi du dossier. Si vous allez au courrier, que vous trouvez votre dossier 2 semaines ou 10 jours après, c'est un motif de pouvoir porter plainte au service du courrier de cette structure publique. Parce que normalement, votre dossier doit pouvoir avoir évolué et qu'il y ait une suite. Que ce soit bonne ou mauvaise, le service... Là, nous sommes dans le meilleur des mondes, dans le meilleur du Cameroun. Vous avez des exemples, Simon Messengue? Oui, comme ça, oui. Vous êtes dans quel Cameroun, Simon? Le problème, comme je l'ai toujours dit, c'est que nous passons la mauvaise information. Et ce qui fait que les gens aujourd'hui ne peuvent pas suivre le dossier, se disent toujours qu'il faut aller donner de l'argent. Non, mais vous êtes dans quel Cameroun, moi, je vais vous raconter une histoire. Bon, on n'est pas... Une histoire, on n'est pas la séquence de l'histoire des vignettes. C'est 10 secondes. Moi, je voudrais vous en C'est une histoire de 10 secondes. C'est important, Stéphane. Vous savez, vous, ce sont des poèmes qui sont importants. C'est que le grand soit être suivi. Parce qu'à un moment donné, on sait qu'on aborde des sujets qui sont des sujets que tout le monde vit. Oui. En réalité, il y a au MINCAF, un aîné au village qui me dit, vraiment, c'est vous qui êtes là-bas à la télé, ainsi de suite. Est-ce que j'ai 500 000 là? Je veux qu'on me signe une dérogation pour immatriculation. Je lui dis, il dit que non, ça coûte 500 000. Je lui dis, mais qui vous a dit ça? Il me dit, non, je vous dis la vérité. Je lui dis, ok, venez à Yaoundé. Il est venu à Yaoundé. Nous sommes partis. Nous sommes allés au courrier, au 3e étage du MINFI. Du MINFI, pas du MIN... non, pas du MINCAF, on appelle ça le MINSUP. Oui. MINSUP, voilà. Numéro 2. Nous sommes allés déposer le courrier. Le courrier, la demande avec sa carte d'identité. Nous avons déposé avec la localisation du terrain au niveau de la Léki. On a attendu 10 jours. On est reparti. On est arrivé au 12e ou 11e étage. Après, on nous a dit, revenez dans 5 jours. Nous sommes revenus dans 5 jours. On lui a demandé d'aller au courrier. Il a récupéré ça sans avoir dépensé 5 francs. En réalité, il y a quelque chose... Peut-être c'est parce que c'est Simon. Ça n'a rien à voir. C'est Simon qui l'a conduit. Je voulais juste te montrer là. Vous étiez avec lui. Je vais vous dire une chose. Vous avez été seul. Non, vous m'induisez pour les gens à dire. Je vous dis donc que le service public n'est pas payant. C'est ce qu'on dit chaque jour. Non, arrêtez de dire aux gens que c'est payant. Parce que vous allez voir un fonctionnaire qui vous a montré qu'au service public, il nous dit c'est une exception. Non. C'est une exception. Merci pour le message. Je vais me rester avec vous puisque vous avez évoqué un aspect important dans l'image de marque du Cameroun, avec ce Cameroun qui recule en termes d'indices de perception de corruption. Mais il y a d'autres aspects aussi, et cette rumeur folle qui justement irrigue certaines sphères de la cité capitale et qui annonce justement des libérations, de certains ex-hauts commis de l'État qui justement ont été embastillés pour des faits inhérents à leur gestion. On parle de Jules Roger Bellinga, vous le connaissez certainement, ex-directeur général de la SIC. On parle du très célèbre Emmanuel Gérard Ondondon, 25 ans de prison, ex-directeur général du FECOM. Alors,
Pour vous, acteurs politiques et surtout journalistes, au cas où justement ces libérations seraient actées, vous diriez quoi? Victoire de la justice ou alors tout simplement procédure normale? C'est une procédure normale, c'est-à-dire que les personnes ont purgé leur peine. Ils ont certainement été mieux éduqués dans les sphères carcérales pour être de bons citoyens. Cela aussi montre, parce que ça aussi c'est une méthode thérapeutique, pas seulement pour ceux qui ont été incarcérés, mais pour ceux qui sont aux affaires. En tout état de cause, il faut dire qu'ils ont passé qui 15 ans, qui 20 ans. Ils ont purgé normalement leur peine. Ça veut dire que les gens doivent comprendre que la fortune publique est sacrée. Est sacrée. Détourner la fortune publique, c'est un crime. Et donc, on ne doit pas lésigner sur cette affaire-là. Et le président le dit. Il le dit tout le temps. Il l'a dit encore dernièrement qu'il va intensifier la corruption et la prévarication aussi. Dans un pays où certains pensent qu'être fonctionnaire, c'est être riche au détriment du privé. Donc, je crois que le président est en train de montrer comment est-ce qu'on traite les personnes en indélicatesse de la fortune publique. Et ça doit continuer, pas seulement au niveau du service public, mais au niveau également du privé. Parce qu'en tout état de cause, il faut bien que... Donc à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faut qu'on assainisse notre pays parce que ce problème atteint les sphères... Alors, vous pensez qu'avec cette méthode-là, dès qu'on a purgé ces 20 ans, on ressort, mais on demeure milliardaire. Est-ce que c'est vraiment la bonne thérapeutie pour mettre hors d'état de nuit tous ces prévaricateurs? On ne devient pas milliardaire. On reste. On devient parce qu'il y a, quand on vous sanctionne, il y a des peines privatives de liberté, il y a des peines pécuniaires. Maintenant, est-ce que durant cette année-là, l'État, je crois la NIF, je crois que c'est la NIF qui doit récolter ces fonds-là. Oui. Est-ce que la NIF a fait son travail pour pouvoir récolter les fonds querellés qui doivent rentrer au niveau de l'État? Ça, c'est ça le truc. Mais davantage également, je crois qu'on en arrivera à une situation où, parce que vous savez, les États du Nord ont réglé ce problème. Hein. Comment? Parce que c'est pour penser que les États du Nord ne sont pas corrompus, qu'il n'y a pas la prévarication là-bas. Le Cameroun est de suivre. Sauf que la vérité, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle les taxes sur la richesse. Moi, je pense que les pouvoirs publics doivent réfléchir à cela. Mais là, on parle de hauts fonctionnaires en fonction qui justement détournent de l'argent public. Est-ce que c'est une taxe sur la richesse? Est-ce que c'est sa richesse à lui? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dites-nous rapidement. Vous voyez seulement les ministres, les DG et autres, ceux qui sont en prison et qui ont volé. Oui. Et il y a ces petits fonctionnaires-là qui font parfois gaffe. Et ils construisent de grosses maisons. Mais vous croyez que ce n'est pas seulement aller mettre en prison que ça sert. Si vous mettez une taxe sur la richesse, si vous avez un immeuble de 60 millions, vous devez donner 6 millions de francs CFA par an. Ou 10. Puisque vous avez pu avoir l'argent pour construire. C'est des bénéfices excessifs. Bon, si on commence à taxer, c'est comme ça qu'aux États-Unis... Peut-être le mauvais débat... Non, je vous l'ai dit comment faire, non? Je vous dis qu'au-delà même de ça, il faut taxer chez ceux qui ont la richesse. Parce que la plupart de ces richesses sont les richesses qui ne sont pas parfois bonnes. Donc, il faut les taxer. Merci. Merci. Je me tourne vers vous, Michel Gabriel Chougem. Alors, la Cité Capitale murmure de ces rumeurs, justement, de libération prochaine de ces deux hauts commis de l'État. C'est à chaque, justement, à chaque titre... sa rumeur, sa dépêche. Emmanuel Gérard Dondon pourrait dans quelques temps goûter aux délices de la liberté, accompagné de Jules Roger Bellinga, deux ex-hauts commis de l'État qui, justement, en leur temps, avaient fait beaucoup parler. Leur arrestation avait été assez spectaculaire et même le suivi, puisque on avait vu avec beaucoup d'effroi la vente aux enchères des biens de Gérard Emmanuel Dondon. Aujourd'hui, on murmure dans quelques salons feutrés de la capitale qu'il pourrait bientôt être libre. Est-ce que vous pensez justement que 25 ans pour les montants qui ont été avancés, on parlait de près de 2 milliards quasiment, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ou alors justement il a payé, il a purgé sa peine et peut rentrer dans la société de façon normale? Vous savez que il y a tout un gouvernement en prison au Cameroun, tout un gouvernement coiffé par un Premier ministre. On le sait depuis des années, depuis belle lurette. Mais si, n'est-ce pas, ces incarcérations liées au détournement de fonds publics pouvaient
être gérée de manière à apporter un plus dans le panier de la ménagère. Par exemple, la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Et un rapport une inflation dans les fonctionnaires et le salaire des fonctionnaires. Écoutez, vous m'avez posé une question, je vais répondre. Allez-y. Moi, je suis, n'est-ce pas, très content d'apprendre de telles libérations. Je suis très content parce que l'activité humaine a pour finalité, n'est-ce pas, le bonheur de l'être humain. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit où il se trouve, oui. C'est le bonheur de l'être humain. On peut comprendre qu'on a mis tel compatriote en prison pour des raisons de prévarication. On peut comprendre, c'est normal, ça c'est assainir la fortune publique. Bon, maintenant, par rapport au temps qu'il a passé en prison, n'est-ce pas, et par rapport à ce qui a été fait de l'argent qu'il aurait détourné, je crois que c'est ça qui est le plus important. Est-ce que l'argent a d'abord été récupéré? Bon, c'est la question que le Camerounais se pose. Voilà donc la question fondamentale. Si l'argent n'a pas été retourné, on serait tenté de dire que, n'est-ce pas, son séjour en prison était presque sans objet. Pour le cas, on a quand même vu quelques chaises et quelques téléviseurs vendus. Bon, en espérant que ça a pu faire quelque chose dans le Si on a vendu tout cela, 16 ventes aux enchères, et que cela a, n'est-ce pas, ajouté quelque chose dans le vécu du commun des mortels au Cameroun, c'est une très bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, ça devient, n'est-ce pas, des détournements dans les détournements. Ça devient des détournements dans les détournements qui ne servent donc presque à rien. Donc mon souhait, c'est que même tous les autres qui sont en prison pour ces raisons de détournement, je sais même que le président bien, n'est-ce pas, leur accorde ce qu'on appelle une remise de peine, une grâce présidentielle, qui se fait ailleurs. À l'échange de quoi? Juste pour des raisons humanitaires. Pas forcément de quoi que ce soit. Parce que moi je me dis que 10 ans, 5 ans même déjà, 10 ans, 15 ans passés en prison, à mon avis suffit pour laver le cerveau. À mon avis. Merci. Parce que la finalité c'est quoi? La finalité c'est l'être humain. L'être humain est sacré. Rien de plus, rien au-dessus de l'être humain. Lorsque vous accaparez les 3 milliards de la fortune publique, vous êtes encore un être humain. Je dis donc que ces 3 milliards, n'est-ce pas, soient récupérés par l'État et injectés, n'est-ce pas, dans le circuit de production nationale. Merci, M. Gabriel. Je me tourne vers vous, M. Assiga. Alors, la rumeur n'en finit plus de faire réagir dans la cité capitale. Mais la question pourrait rester rhétorique. Oui, c'est des humains. Oui, la peine de prison a été purgée. Quid de l'argent distrait? Oui, Stéphane, très rapidement, avant de répondre à votre question, je voudrais un peu rappeler à mon frère Simon que le processus qui voudrait que l'usager suive son dossier à la fonction publique est décrété par quelle loi camerounaise? Lorsque un usager dépose un dossier, il attend que son dossier aboutisse. Pourquoi est-ce que ce processus doit être subordonné d'un suivi lequel on sait très bien que sera jonché de beaucoup d'obstacles? Lorsque je l'ai dit, je ferme cette page-là. Et je reviens donc effectivement sur le cas des arrestations. Il faut comprendre une chose. Monsieur Emmanuel Gérard Rondon donc, et l'autorité les tout premiers qui ont goûté... Oui, étaient les tout premiers qui ont goûté à l'opération Épervier. Et il faut dire, c'est une opération qui a été mise sur pied par le président de la République, parce que il y a des problèmes de détournement de fonds publics au Cameroun. Et c'était donc une solution qui avait été mise en place pour voir dans quelle mesure on peut assainir le milieu et on peut essayer de dissuader davantage ceux qui sont au pouvoir afin de ne plus le faire. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, plus de 20 ans, plus de 25 ans aujourd'hui que cette opération est mise sur pied, est-ce que le Camerounais lambda a la nette impression que les détournements au Cameroun ont cessé ou alors ont baissé un peu, ou alors ont changé de forme, ou encore autant de questions camerounais. Très bien. La grande nouvelle que on a chuté en termes de classement. Oui, et là il parle de la corruption. Est-ce que le Camerounais lambda, dans sa chair, à date, ressent que effectivement la corruption a chuté au Cameroun? C'est-à-dire, moi j'ai un souci avec ces organismes-là qui nous pondent des statistiques et nous font des classements.
Dernièrement, ils nous ont fait comprendre que le fameux... C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. À un moment, on a l'impression que ces organismes-là sont des instruments que le politique utilise tout simplement pour ses bonnes grâces. Lorsque ça va bien, on vous classe à un certain niveau. Mais lorsque ça va très mal, on vous classe à un autre niveau. Parce que le vécu quotidien des Camerounais, des pays concernés, est-ce qu'ils ressentent dans leur chair qu'effectivement la corruption a diminué au Cameroun? Nous connaissons tous les poches de corruption au Cameroun. Est-ce que vraiment on peut se regarder droit dans les yeux et dire que la police n'est plus corrompue, et dire que la justice n'est plus corrompue, et dire que l'enseignement n'est plus corrompu, et dire que... Il y a plusieurs points. Voilà. À partir de cet instant, il y a problème. Oui. Je reviens donc sur les cas cités dont la thématique fait l'objet aujourd'hui. Oui, ils ont été condamnés. Nous sommes d'accord parce que le président Paul Biya a voulu sanctionner, a voulu assainir le milieu qui, selon lui, était infesté de beaucoup de rapaces. 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, où en est-on avec? Souvenons-nous que il y a de cela plusieurs années, les derniers Épervier a réagi la dernière fois au Cameroun. Et la suite a été quoi? Je ne voudrais pas faire un dessin pour vous parler de CanGate, pour vous parler de CovidGate, pour vous parler des Gate, dont le Cameroun est aujourd'hui propriétaire des gates. À partir de cet instant, est-ce qu'on peut dire que la sanction infligée à Ondondon a été une sanction pédagogique permettant ainsi à ceux qui gèrent la fortune publique de comprendre que la fortune publique est sacrée? On peut se dire non. La réponse est là. Non. Rien n'a changé. Au contraire, on est en train d'aller de crépitude en décrépitude. De mal en pis. À partir de cette... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va sortir. Ils vont sortir certainement. Oui. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, ils finiront par sortir. Même s'ils sortent étant dans le cercueil, ils finiront toujours par sortir. Qu'est-ce qu'il en est du motif querellé? C'est-à-dire les fonds qui ont été détournés. Pourquoi on nous a présenté un projet qui a été ficelé, mais dont on n'a pas tous les contenus? Pourquoi est-ce qu'on ne communique jamais sur le devenir de l'objet querellé? C'est le véritable problème aujourd'hui. M. Jean le disait tout à l'heure, qu'il serait fier, moi avec lui, que l'objet querellé qui constitue aussi les fonds en question, que ces fonds-là reviennent au Cameroun. Il y a eu des exemples, M. Choujen, on n'est pas au théâtre. Il y a eu des exemples où justement les fonds... le jeu de crime, oui, avec le monsieur Tanakuna. Je savais que... Je savais que vous allez me citer. Je voulais dire que ce code de délit a été restitué de leur bonne volonté. Parce qu'ils voulaient, ils ont reconnu leur faute et de leur bonne volonté, oui, ils ont restitué le code de délit. Alors, à partir de cet instant, est-ce que c'est l'institution qui leur a demandé de restituer ce corps? C'est-à-dire qu'ils ont eu leur bonne grâce. Pourquoi le corps du délit de Edgar Alemo Bongo, qu'est-ce qu'il en est? Vous connaissez la source? On devait donc nous mettre dans le dossier pour comprendre que lorsqu'on a annoncé aux Camerounais, lorsqu'on a dit aux Camerounais que tel compatriote a été responsable de détournement d'un tel ou d'un tel montant, voici ce que cet argent est devenu. Voici, le Cameroun a récupéré cet argent et reversé. Il y a un point d'exemple pour sortir. Pour sortir. Oui, pour le cas des enseignants qui partent au Canada et qui, à chaque fois, on fait le recensement chaque année. Il ressort que le ministre de la fonction publique nous fait souvent état de ce que le Cameroun a eu à récupérer tel montant de ces fonctionnaires fictifs qui émargés au compte de l'État et qui sont partis. Après assainissement, cet argent a été reversé dans les caisses de l'État.
Pourquoi cet argent qui est querellé lors des contentieux, on ne nous donne pas la piste pour ces parties? Je vous donne 30 secondes, Simon. Je vous donne 30 secondes avant que monsieur... Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Monsieur ne prenne la parole. C'est une émission très suivie et éducative. Oui. Je vous avais 30 secondes. Il y a ce qu'on appelle le tribunal criminel spécial. La plupart des détourneurs de fonds publics ont été jugés dans ce tribunal-là. Il y a deux issues. Vous décidez de plaider non coupable, même malgré les faits, et le procès continue. Et il y a d'autres qui acceptent de plaider coupable et de rembourser le corps du délit. Et maintenant, l'autorité judiciaire peut décider, oui ou non, de les libérer. C'est ce qui s'est passé avec le cas que vous avez évoqué. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Ils ont plaidé coupable. Mais oui, mais il faut noter que dans ce cas de figure, la corruption a littéralement chuté. Ça, vous l'avez dit. Quand on a arrêté Roger Bellinga, quand on a arrêté Ndondo, nous étions premier pays le plus corrompu au monde. Vous étiez convaincu de cela à l'époque? Ce n'est pas un problème d'être convaincu, c'est les mécanismes qui ont été mis en place pour diluer la corruption qui sont importants. Et si on fait l'évaluation aujourd'hui, le Cameroun est rentré de 48 places. Merci. Donc, il y a un travail à faire, mais ce travail-là, vous parlez seulement des corrupteurs et des prévaricateurs. Vous ne parlez pas des corrompus, mais vous ne parlez pas des corrupteurs. Nous qui partons là, voilà par exemple mon ami, l'autre, qui vous dit que lui passe souvent avec l'argent pour aller donner. Il vous dit que lui passe avec l'argent, il met dedans. On vous dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait, que il dit non, c'est comme ça qu'on fait. Voilà la réponse. Non. Vous avez le temps de parole. Monsieur Awana, s'il vous plaît. Non, je vous accorde, c'est moi qui accorde. Monsieur Awana, vous avez la parole pour nous donner votre avis et surtout impression, alors que justement la rumeur enfle sur cette probable libération de ces deux ex-hauts commis de l'État qui, justement, à leur arrestation, marquaient une certaine rigueur dans justement le management, la gestion de ces détournements de deniers publics au Cameroun. Ça avait fait beaucoup de bruit, l'arrestation d'Emmanuel Gérard Ndondon en son temps. Stéphane, l'opération Épervier n'a rien de sérieux. C'est une histoire que M. Biya a créée pour punir tout le monde qui pouvait avoir l'envie de guetter son pouvoir. Mais il y a quand même eu des dossiers où les gens ont J'argumente. Il est sévère. Mais j'ai dit que l'opération Épervier n'a rien de sérieux. Monsieur Biya a créé cette histoire pour essayer de punir ses anciens collaborateurs qui avaient le vent en poupe et qui pouvaient à un moment donné avoir l'intention de guetter son pouvoir. C'est tout ce que l'opération Épervier a réglé. Mais dans le fond, cette histoire n'a absolument rien réglé. Vous parlez des gens qui pourraient sortir. Oui. Mais ces gens ont fait 20 ans, 25 ans en prison. Qu'est-ce que cela a apporté dans le quotidien du Camerounais lambda? Rien du tout. Rien du tout. Quelle est la plus-value dans le quotidien du Camerounais lambda, même dans le quotidien de l'État, dans son fonctionnement? Quelle est la plus-value? Je crois qu'il n'y a pas de plus-value. La seule plus-value qu'il peut y avoir, c'est que M. Biya a réussi à punir ses anciens collaborateurs qui avaient déjà détourné beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont plaidé coupable. Ils n'ont pas restitué le corps du délit. Encore que la restitution du corps du délit est soumise à l'approbation du chef de l'État. C'est-à-dire que pour qu'il y ait arrêt de poursuite, il faut qu'il accepte qu'il y ait arrêt de poursuite. Non. Le tribunal criminel spécial est clair. C'est un tribunal d'exception. Et il dit que soit vous plaidez coupable, vous remettez le corps du délit. Et maintenant, l'autorité judiciaire peut juger oui ou non par votre bonne volonté de vous relâcher ou alors de continuer avec le processus. Ça veut dire que ce n'est pas automatique, vous pouvez le citer et vous le naturellement. Simon, je vous informe que la seule personne qui décide de l'arrêt des poursuites après la session du code de délit, c'est le président de la République. C'est lui seul qui décide. Allez lire.
Je vous informe. Le président n'est pas une autorité judiciaire. Si Ah, Simon. Au tribunal que Oh là. un magistrat. C'est que là, le conseil scolaire. Très bien. Très bien. La magistrature est C'est ça. une autorité Simon, tu es politique, sérieux. pas judiciaire. Simon, tu es sérieux. Alors, l'essentiel, nous ne plaidons pas. Oui, Alors, l'essentiel. Oui. L'indépendance S'il vous plaît, monsieur le des Seigneur, pouvoirs. s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux. Oui, bien sûr. Et justement, il faut dire les choses sérieusement. Justement, pour confirmer que c'est une opération politique, je demande à Simon d'aller lire. Je dis que la seule personne qui décide de l'arrêt de poursuite après la série code du délit, c'est le président de la République. C'est lui seul qui décide de l'arrêt de poursuite. C'est une information que je vous donne. Une fois que vous l'avez dit, Jacques Léon. Donc pour revenir, pour dire que c'est une opération politique, ça n'a rien à voir avec la lutte contre la corruption. Absolument rien à voir. Vous avez cité 2 personnes qui ont restitué le code du délit, puis là, on a eu l'arrêt de poursuite. Ces personnes-là sont où aujourd'hui? Qu'est-ce que ça... L'impact a été lequel dans le quotidien des Camerounais? Même dans le fonctionnement de l'État, l'impact a été lequel? Il n'y a pas d'impact. Mais ça va poser encore du délit. Parce qu'en réalité, Patrick a parlé de quelque chose de très important. On a eu les 5 ou 6 dernières années trop de guettes. Oui. Avec les faits. Camgate, Covid-gate et autres. Avec les faits. Parce que la Chambre des comptes, la Cour constitutionnelle a fait des rapports qui nous démontraient que des gens ont détourné de l'argent. Épinglé qui? Simon, tu me laisses parler. Je peux que La Chambre des comptes a fait des rapports qui nous démontraient par A plus B que des gens ont détourné de l'argent. On a eu la Camgate, on a eu le Covid-gate, on a eu tous les gates que vous pouvez imaginer. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut continuer à punir les détourneurs de fonds publics? Absolument pas. Le président a annoncé une piste de justement opération épinglée dans les prochains jours. Mais il est seulement dans les annonces, Stéphane. Il continue, il est dans les annonces seulement. C'est la formation du gouvernement. Il est seulement dans les annonces. Depuis 7 ans, depuis 2018, M. Biya est seulement dans les annonces. Stéphane. Il n'a rien fait de concret. Dites au moins. Il est dans les annonces. Il annonce telle chose. Il annonce telle chose. Il fait des discours à gauche. Il se contredit. Même Branda, c'est des choses. Il ne se rend même pas compte qu'il se contredit. Il fait des choses. Il est dans les annonces. Rien de concret. Une information à 10 secondes. Non, monsieur le Seigneur. Monsieur. Pour chuter, j'aurais dit que vraiment c'est un événement que monsieur Ndondo puisse retrouver la liberté, que l'autre... Bon, vraiment, qu'est-ce que ça apporte au Camerounais lambda? Rien du tout. Ça n'apporte rien au Camerounais lambda. Par contre, ce qui pouvait être utile aux Camerounais, c'est ce qu'on en a fait des fonds qu'ils ont détournés. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on en a fait? Tiens, on avait bien on a vendu leurs biens, les biens de monsieur Ndondo. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Une télé, un frigo. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que ça a apporté à l'État du Cameroun? Qu'est-ce que ça a apporté au Cameroun lambda? Merci. Bien. Merci Jacques Léon. On va se calmer. On se calme. On est même déjà calme. Oui. Surtout moi. Allez-y. Merci, je suis revenu à demain. Alors, c'est pour dire que vous voyez, ça c'est un sujet très très sensible, très important. Lorsqu'on dit même que nos frères là ont été libérés, c'est en principe c'est une bonne chose qu'ils soient libérés même tous. Je saisis ton micro pour interpeller, n'est-ce pas, papa, le patriarche Paul Biya, de jeter un coup d'œil misérabiliste sur tous ceux qui sont encore en prison. Oui. Parce que... Qu'est-ce qu'on fait de l'argent discret? Mais comme mon frère Aoun l'a dit, quand on récupère tous ces agents distraits, on crée des entreprises. C'est faisable, c'est tangible. Il suffit d'une simple volonté politique, monsieur le journaliste. Mais comment? Je suis même prêt à apporter mon expertise au président Biya au palais de l'Unité. Comme j'ai demandé une audience déjà depuis 2-3 ans. Je vous dis. Bon, maintenant, autre chose, c'est que, vous voyez, comment même est-ce qu'on fait, comment fait-on pour arriver, n'est-ce pas, au niveau des arrestations? Vous voyez, la loi camerounaise dit que un DG ou un PCA doit faire maximum 9 ans à la tête d'une société. Oui. Voilà, la loi. Mais comment est-ce qu'on part d'où pour laisser quelqu'un faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on imposte. Et la plupart de ces hauts commis de l'État sont nommés par le chef de l'État. Oui.
on peut dire que c'est lui seul, qui peut encore les démettre. Tout à fait. Ça veut donc dire que si tout le monde sait que la longévité est chrysogène, non seulement la longévité est chrysogène, mais également la longévité est porteuse des germes de détournement des fonds publics. Oui, donc ça veut donc dire que nos frères là qui croupissent en prison pour des raisons de détournement, et je suis d'accord que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin au détournement soient sanctionnés sévèrement, je suis d'accord, mais mettons sur pied des mécanismes de gestion qui doivent réduire et même annuler, n'est-ce pas, ces mouvements de détournement. C'est ça le problème. Merci. Là, je termine. En une seconde. Mon frère, M. Guéa dit, j'étais très content. Nous étions le premier pays le plus corrompu au monde. Bon, je vais même comprendre qu'aujourd'hui nous sommes le dernier pays. C'est un peu corrompu. On fait même comment pour être le premier pays. C'est ça, on peut pas arriver là. Avec les personnages qu'on peut dire pouvoir. On fait comment? Ça fait quelle sorcellerie? On va comprendre. On fait comment pour arriver là? On va comprendre. C'est grave. Calmez-vous. C'est grave, mon frère. Calmez-vous. Je voulais dire que quand nous sommes sur un plateau de télévision, nous devons donner l'information et non être dans la logique du dénigrement. Une fois que vous l'avez dit, Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la Covid. Il y a eu un rapport sur la Covid. Il y a eu un rapport de la Chambre des comptes qui a été publié sur la Covid. Il y a 19 ministères dont les processus sont pendants au tribunal criminel spécial. Donc la justice est en train de faire... La Covid, c'était il y a combien d'années? Je suis en train de dire la Covid, c'était en 2021. 2021. Elle est même finie en 2022. Nous sommes en 2026, mais 2019. Non, la Covid, c'est pas en 2019. La Covid a commencé en février 2020. Mon Dieu. Et donc, ça fait plus de 2 ans, pratiquement. Et de ce fait-là, la justice n'a incriminé aucun ministre. La justice, on appelle ça comment? La Chambre des comptes a présenté un rapport avec des écarts de gestion. Jusqu'ici, en attendant que le pénal, il a dit qu'il y ait des preuves que ce n'était pas des fautes de gestion, c'était des fautes de... Vous pouvez comprendre que le timing que j'ai interpellé, le timing de la justice n'est pas au timing des journalistes. Oh là là. Le problème au Cameroun... C'est cela qui justifie nos classements antérieurs. Le au Cameroun, Le classement au Cameroun est que nous voulons faire le travail des autres. De ce fait, on se met donc à leur place et on commence à les juger. Je suis en train de dire que les processus judiciaires sont des processus très délicats et des processus qui sont méthodiques. On ne condamne pas une personne sur la base des 8 dires. On le condamne sur la base des preuves irréfutables. Merci. C'est une des questions. Donc, les processus sont pendant au tribunal criminel spécial. Ça, il faut le Merci. En 1 minute, M. Asiga, 1 minute, puisque ce n'était qu'une introduction. Oui, c'est 50 secondes. Juste pour Simon et demander à Simon, lorsque certains prévaricateurs ont plaidé coupables, comme vous l'avez si bien expliqué brillamment tout à l'heure, ils ont plaidé coupables et ils ont remis le corps du délit. Celui qui ne plaide pas coupable n'a-t-il pas l'obligation de remettre le corps du délit alors qu'il a été condamné? Et vous voulez donc qu'on dise que ce soit l'État? Ce n'est pas l'État. Si vous dites au juge, vous avez des preuves que vous avez volé. Écoutez. Quelqu'un est soupçonné d'avoir détourné 30 milliards. Il est finalement condamné pour avoir détourné 20 milliards. On lui donne 20 ans. Oui. En 2026, il est libre. Mais non, attendez. Les 20 ans sont là. Les 20 milliards sont là. Attendez. C'est pas ça. Non, attendez. On commence par un processus de récupération de ces fonds-là. Attendez, ils ont récupéré ou chez qui? Non, ils ont récupéré. Chez qui? Je peux être d'accord avec vous sur le principe qu'on ne communique pas assez sur les procédés de restitution, les fonds détournés. Les gens qui ont récupéré chez les Gérard, je suis d'accord. La vieille télé, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. Parfois, il y a des éléments spectaculaires qu'on fait, mais il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut dire ici, et je suis d'accord là-dessus, qu'on doit communiquer sur la restitution des... Merci, Simon. Mais
il faut savoir une chose, parce qu'il y a bel et bien des procédés qui le font. Et là, ce n'est plus l'exécutif, c'est la justice. Parce qu'on mélange toujours tout en politique. La justice... On va compris. Ce travail. Moi, je l'ai dit, c'est pour dire à Léonce que non, un être humain camerounais, même s'il a été fautif, il est toujours utile qu'il regagne, qu'il retrouve sa famille nucléaire. Donc, les libérations de Ndondon et l'autre sont utiles pour leur propre famille d'abord. Comme d'autres prochaines libérations. D'abord. Et ensuite, puisqu'en réalité, ils ont purgé leur peine, Voilà. même si le corps de délit n'a pas été restitué, ils ont quand même purgé leur peine et ils doivent être réinsérés dans la société. Donc, ils seront utiles. Avec le 20 milliards bouche. Cela ne concerne plus celui-là. Cela ne concerne plus ce n'est plus à ce niveau. On ne peut pas être en même temps juge et partie. L'argent de nos impôts, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la raison pour laquelle nous disons, nous incriminons la justice ici, de ne pas mettre sur pied les mécanismes de récupération de ces milliards. Ne demandez pas à celui qui est incriminé, qui est allé en prison, de se lever de son plein gré, alors que c'est déjà la Merci cher monsieur. Ce n'était qu'une introduction. On prend les léger break. On revient tout de suite après évoquer les législatives, les municipales. Et ces partis politiques se préparent. Mais aussi cette pluie de candidatures qui n'en finit plus de faire réagir. A tout de suite. Du grand soir, après ce détour par la justice, on revient de plein pied sur des sphères politiques avec ces partis politiques qui se préparent, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants. On va dire justement qu'il y a ces partis qui se préparent, il y a cette pluie de candidatures, il y a ce blanc-là-bas sur bien des aspects. Simon Messengue, comment est-ce que vous lisez cette température qui voudrait que justement on puisse se retrouver avec des candidatures qui, même si le corps électoral n'est pas encore convoqué, même si les investitures dans certaines formations politiques n'ont pas eu lieu, même si justement il n'y a pas eu de désignation, mais il y a des personnes et parfois même des personnalités qui se déclarent d'ores et déjà candidats ou candidates. Mais ça fait partie du dynamisme Politique camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais se sentent de plus en plus intéressés par la gestion de la chose publique au niveau électif. Donc, naturellement, ça participe à cela. Ça montre que la concurrence sera âpre et rude. Ce n'est pas seulement l'apanage des municipales législatives. Vous savez très bien qu'en début d'année 2025, on a eu peut-être une pluie, on a également eu une pluie de prétentions de candidature, jusqu'à ce que, après le toilettage, d'ailleurs avant même le toilettage, on avait 80 prétentions de candidature au niveau des dossiers LECAM. Pour qu'on se retrouve finalement avec, je crois, 11 ou 12 candidats. Après le travail du Conseil constitutionnel. Après, évidemment, le toilettage de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, on s'est retrouvé avec 12 candidats. Mais pour le cas des élections législatives et municipales, je crois que la législation camerounaise ne prévoit pas encore des candidatures indépendantes. Oui. Il prévoit des candidatures de liste. Liées aux partis politiques. Liées adossées aux partis politiques. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres partis politiques, mais pour le cas du RDPC, c'est un peu compliqué. Pour des militants du RDPC, ce n'est pas, c'est vraiment une épée dans l'eau. Parce qu'en réalité, on ne peut pas, moi je ne peux pas dire maintenant qu'il serait candidat à la mairie, il serait candidat à la députation, alors même que la candidature, l'investiture à une quelconque candidature dépend du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, oui. Article 23, je crois bien, article 23 ou 18, je crois que c'est l'article 18, qui dit que le comité central délivre les investitures aux élections nationales, donc ça pour le président de la République, et aux élections locales. Donc il faut attendre pour être candidat. Il faut donc attendre, non pas à la mairie, au maire, comme on dit, soit un candidat maire, c'est de suite, parce qu'on est candidat à un conseil municipal, oui. On n'est pas candidat maire, parce que pour être maire, il faut attendre encore la session de plein droit pour pouvoir être investi si les pairs, c'est-à-dire les conseillers, le collège de conseillers municipaux vous plébiscitent par voie de vote devant le préfet. Pour le cas des députés, c'est également un scrutin de liste qui se passe souvent généralement. Donc là encore, c'est toujours le parti. Donc ceux qui le font
sont peut-être dans la logique du jeu d'un effet marketing politique, mais pour moi, c'est sans grands enjeux. Merci Simon Mestingué. Alors Jacques Léonce, lorsque l'on connaît justement la force et l'organisation de certaines formations politiques, que peuvent vouloir dire justement ces candidatures qui s'affirment et s'affichent ici et là? Peut-on penser à ce que c'est pour fuir la chape de plomb que pourraient représenter les investitures et autres plis fermés? Stéphane, je crois que pour moi c'est du pain béni parce que vous savez, je le dis toujours, nous sommes dans un pays où les gens ont une culture politique déficitaire. Les gens ne connaissent pas en réalité ce que c'est que la politique. Les gens ne s'y intéressent presque pas, surtout la jeunesse. Et vous verrez que dans ces déclarations de candidature, 70 ou 80% sont des jeunes. C'est-à-dire, la jeunesse commence à s'intéresser à la chose politique. Pour moi, c'est un message. Mais pourquoi se déclarer candidat c'est la peur? Ou alors c'est l'effet d'annonce pour justement dire qu'on est là et qu'on espère être de la partie? Non, Stéphane, pour moi, ce n'est pas les effets d'annonce. Pour moi, je perçois un engouement montant de la jeunesse à la chose politique. Oui. Et donc, vous savez que la jeunesse, c'est plus de 70% de ce peuple camerounais. Donc, si la jeunesse, qui est majoritaire, commence à s'intéresser à la chose politique, il y a une lueur d'espoir de voir un changement. Vous ne voyez pas le fait qu'on puisse avoir peur de ne pas être investi par son parti? Lorsque Simon dit que vous pouvez déclarer que moi je suis candidat et le parti ne vous donne aucune chance. On peut ne pas être investi par le parti, oui, mais du moment où on a eu l'intention de vouloir aller à une élection, pour moi c'est une intention remarquable, beaucoup plus pour la jeunesse. J'insiste pour la jeunesse parce que la jeunesse dans notre pays est beaucoup plus connue dans des choses qui n'ont rien à voir avec la gestion des affaires publiques. La jeunesse est dans l'alcool, elle est dans le sexe, elle est dans le tabagisme, elle est dans tous les fléaux que vous pouvez imaginer. Mais lorsqu'on a une jeunesse qui commence enfin à s'intéresser à la chose politique, je crois que c'est du pain béni pour nous autres qui chaque jour baradons, demandons à ces jeunes-là de s'intéresser à la chose politique parce que nous sommes majoritaires. Nous sommes gouvernés par 1% de la population camerounaise. Ceux qui ont 70, 80, 90 ans, ils sont 1%. Monsieur Biya et ses amis, ils sont 1%. C'est eux qui nous gouvernent. Mais si nous, qui sommes plus de 70%, on ne s'intéresse pas à la gestion de la chose publique, il y a un souci. Donc pour moi, c'est du pain béni parce que la jeunesse commence à s'y intéresser. Merci Jacques Léon. Et donc ce que je voulais une autre lecture de la chose, c'est qu'en réalité, vous savez aussi que le RDPC de Simon, qui est effectivement le propriétaire du calendrier électoral, a aussi certaines manœuvres, certaines basses manœuvres là. Parfois, lorsqu'on convoque le corps électoral pour les élections locales, c'est des sous-préfets qui ne sont jamais au bureau, parce que certains se considèrent comme le bras séculier du RDPC. Parce que vous savez que le dossier de candidature pour être conseiller municipal, il y a certaines pièces qu'il faut signer à la sous-préfecture. Oui. Et vous verrez donc des sous-préfets qui ne sont jamais au bureau. Pour pénaliser l'opposition? Justement, qui ne sont jamais au bureau pour pénaliser certains candidats de l'opposition. Ou même des candidats de RDPC. Et donc, les déclarations de candidature à l'avance peuvent servir pour annoncer que les sous-préfets qui vont fuir les bureaux là pour ne pas signer les dossiers, nous sommes là, on vous attend. Merci Jacques Léonce. Alors, monsieur Assiga, alors, on se retrouve avec un spectacle assez buesque où des personnes, parfois lambda, estiment qu'elles ont voix au chapitre et qu'elles peuvent aussi prétendre à être maire, député, conseiller municipal et autres. Mais est-ce que dans la nomenclature politique du Cameroun, dans les us et coutumes politiques au Cameroun, cela est possible lorsque l'on sait justement que les fameux plis fermés ont fait beaucoup d'écho il y a quelque temps. Qu'advient-il si moi je veux être candidat, que je m'en sens les capacités, mais surtout l'ambition aussi, et que je l'annonce même publiquement, puisqu'il y a des annonces qui ont déjà été publiques. Nous avons
quelques personnalités, quelques figures. Yaya Bello, par exemple, de l'UNDP, il est annoncé candidat. Nous avons Ernesto Yéné qui est annoncé candidat. Mais si les appareils ne se reconnaissent pas en ces candidatures, quand viendra-t-il? Est-ce que les plus fermés et autres investitures du comité central, selon le lexique bien employé, ne vont pas une fois de plus plomber cette soif, alors ce dynamisme voulu à la base? Mais Stéphane, pourquoi vous avez parlé des us et coutumes? Pourquoi vous généralisez ce qui se passe au RDPC à ce qui devrait se passer ou alors à ce qui se passe dans les autres partis politiques? Je tiens à rappeler que le Cameroun a plus de 300 partis politiques. Oui. Et le RDPC en fait partie. À partir de cet instant, on a plus de 300 partis d'opposition. Donc, les manœuvres utilisées par le RDPC et son comité central, je ne pense pas que ce soit les mêmes manœuvres qui se pratiquent dans les autres partis politiques, à savoir les prix fermés et tout le reste. Je ne voudrais pas revenir dessus. Oui. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. Le système politique camerounais a, dès l'arrivée du multipartisme, a inculqué dans la tête des Camerounais un certain nombre de choses, où la politique n'appartenait qu'aux politiciens et à une certaine classe de personnes. Nous avons grandi avec cette idée. Ne l'oubliez pas. Il y a un slogan pris des membres du parti de Simon, où disait la politique aux politiciens, qui est même alors politicien. L'école aux écoliers. Et l'école aux écoliers. Pour faire comprendre quoi? Pour dire quoi en réalité aux Camerounais? C'était pour dissuader les jeunes à ne jamais s'intéresser à la chose politique. C'était le message. C'est la raison pour laquelle nous avons grandi. Je tiens à rappeler que si vous voyez cette redynamisation de la jeunesse, il faudrait remercier les jeunes comme Cabral, qui sont partis de nulle part et ils ont ouvert la porte et ont permis à beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui de se dire qu'ils peuvent aussi... Vous ne remerciez pas Simon qui est aussi dans le combat politique? Bon, Simon est dans le combat politique mais dans l'ombre. C'est-à-dire que mon frère Simon cette fois-ci il se mettra en avant pour discuter les députations ou alors les conseillers, le conseil municipal. Ce que nous disons, c'est que si nous voyons aujourd'hui cette redynamisation de la part de la jeunesse, il faut remercier un certain nombre. Serge Espoir Matomba, c'est derrière. Les Cabral Libi, c'est derrière. Qui ici ont ouvert les yeux aux jeunes que nous aussi nous pouvons. L'histoire qu'on nous a racontée comme quoi la politique aux politiciens, la question on devrait se poser lorsque cette citation est sortie. Qui est politicien en réalité? Celui qui a fait sciences politiques? Ou alors celui qui s'intéresse à la politique? Qui est effectivement politicien? Alors, mais on se voit, oui. Monsieur Asiga, moi je reviens toujours sur cette déclaration, ici et là, je suis candidat. Est-ce que cela ne fait pas partie du folklore? Ou alors d'une température qu'on voudrait un tout petit peu faire monter? Ou alors même d'une pression mise au tenant du pouvoir pour qu'il veuille se décider enfin à convoquer le corps électoral, puisque personne ne maîtrise de façon véritable le calendrier électoral, puisque rien n'est certain, les élections sont proches. Mais lointaine, personne ne sait. Lorsque cette déclaration essaime l'opinion publique, peut-être c'est une façon aussi de mettre la pression à l'État pour qu'il veuille enfin convoquer le corps électoral. Très bien, vous verrez que majoritairement de ceux qui font ces déclarations, ils sont de l'opposition. Oui. Aucunement au sein du RDPC de Simon, personne n'ose encore se prononcer de ce côté, au risque qu'il soit étiqueté comme celui-là qui veut prendre la place de l'autre. Vous avez cité Yaya Bello, de l'UNDP. Oui. Donc c'est de l'opposition majoritairement. Et dans l'opposition, c'est quoi? C'est le positionnement. Il est question de commencer aujourd'hui et maintenant, au lendemain même de l'élection présidentielle, d'imprimer sa marque, d'annoncer et de dire aux futurs électeurs que ça sera désormais moi. Voilà ce que j'envisage. C'est une sorte de campagne préélectorale qu'ils ont commencé. Et dernièrement, nous étions avec le président
de FDC ici, je crois que non, qui était avec son écharpe. Oui. L'UPA. L'UPA, effectivement. Maître Jean Guizou. Effectivement, Jean Guizou, qui marche déjà avec son écharpe pour annoncer, pour faire connaître effectivement son parti auprès des futurs électeurs. Et il annonce que l'UPA existe, l'UPA sera représenté, alors votez l'UPA. C'est ce qu'il est en train d'annoncer. Donc quand quelqu'un se dit aujourd'hui, je serai candidat, c'est pour tous ceux qui ont de l'admiration pour moi, c'est pour les préparer. Alors faire comprendre que je veux davantage. Est-ce que certains doivent être investis par le parti? Ça peut être l'objet d'un autre débat. Justement, c'est à ce niveau-là et en fonction. Les investitures dans l'opposition, ce n'est pas comme les investitures dans le parti au pouvoir qu'est le RDPC. Et pour quelle raison? Les investitures dans l'opposition, c'est beaucoup plus les moyens financiers. C'est-à-dire que oui, celui-là qui a... là-bas. Non, quand je parle de moyens financiers, celui-là qui a la capacité de mobilisation. Parce qu'en réalité, l'opposition a un problème fondamental. C'est celui des moyens financiers. Et c'est la raison pour laquelle le problème que le RDPC n'a pas. Le RDPC n'a pas de problème de moyens pour pouvoir s'investir. Or, dans l'opposition, ils ont franchement un problème de moyens. Du coup, lorsque tu te sens prêt à financer ta campagne politique dans l'opposition t'adopte. L'opposition t'adopte et te copte effectivement comme candidat à telle ou telle élection. Donc c'est à ce niveau-là, c'est pour ça que je dis, ce qui se passe au RDPC, c'est pas la même chose. Merci. C'est pas la même chose. On va prendre l'exemple sorti. Vous vous souvenez, au PCRN, aux élections législatives qui sont passées, nous avons vu certains candidats là-bas qui sont aujourd'hui députés du PCRN qui ne faisaient pas partie du PCRN bien avant, mais qui sont arrivés à la dernière minute, font de leur portefeuille, le PCRN les a adoubés et les a présentés comme étant les candidats du PCRN et ils ont gagné. Nous savons que pour gagner les élections au Cameroun, il faut mettre des moyens. Et lorsqu'on a donc ces moyens dans l'opposition, vous pouvez prétendre et vous serez donc effectivement adopté et vous serez présenté comme candidat. Merci. Monsieur Gabriel Chougem, c'est justement aujourd'hui à qui la plus belle annonce. Chacun essaye déjà de faire son marketing politique. C'est le plus grand et la meilleure promesse qui sera certainement retenue. Mais est-ce que tous ces gens, tous ceux-là qui aimeraient véritablement briguer ces barrières politiques ont pensé justement à ces chapeaux de plomb qui se manifestent par les investitures pour le parti au pouvoir, ou alors peut-être par les primaires ailleurs. Mais est-ce que cela suffit de se dire candidat pour espérer être candidat? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je suis d'accord, n'est-ce pas, avec mon frère Siga. Il a fait un bon développement, notamment lorsqu'il martèle que la pierre d'achoppement, n'est-ce pas, qui mine les partis politiques d'opposition, c'est le problème de moyens financiers. Ça, c'est net. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il faut mobiliser environ entre 20 et 25 millions pour éventuellement gagner une élection au niveau des mairies? Vous êtes très modeste. Si vous êtes maire à Yaoundé 6 par exemple, c'est pas 20 millions. Donc ce n'est pas à la portée du Camerounais moyen. Vous voyez, il faut être riche. Oui. Or, c'est généralement les candidats du RDPC qui sont à l'aise sur le plan financier. Et l'une des raisons pour lesquelles, le plus souvent, c'est le RDPC qui gagne les élections. Parce qu'ils sont, n'est-ce pas, sur le plan. Mais est-ce qu'ils ont que les moyens, ils ont sur les projets, je suppose? Oui, ils en ont. Ils en ont. Moi, ils en ont. Ça c'est vrai. Mais je voudrais dire que, n'est-ce pas, lorsqu'on nous parle, n'est-ce pas, de cet engouement, de cette affluence des Camerounais pour les élections à venir, oui, c'est une bonne chose. Mais ce serait être naïf que de croire que c'est forcément parce qu'ils aiment la chose politique. Non. Je vais vous dire, les Camerounais, n'est-ce pas, affluent massivement pour les élections à venir, beaucoup plus à cause de la pauvreté. C'est ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans un pays où nous avons environ 10 millions de Camerounais qui ont atteint le seuil de pauvreté, vous voyez, dans un pays où, n'est-ce pas, cette entreprise se disent ferme en moins de 5 ans, vous voyez que la pauvreté devient quelque chose de palpable. C'est facile. C'est qui fait que lorsqu'il parle de... Je vais vous dire, lorsqu'il couvre les élections municipales et législatives, ils veulent donc résoudre un problème. Monsieur Chougem, je peux vous citer pour la campagne Stéphane Baga. C'est facile. Je peux vous citer même des collègues. Oui, dites-moi. Des collègues qui ont fait des économies
qui ont épargné assez d'argent pour candidater le moment venu aux élections législatives et municipales. Donc les enseignants gardent 25 millions. Je ne dis pas que je suis parmi nous, non. Mais nous avons un espoir de rien sur le terrain. Au nord, au sud, à l'est, partout. Donc c'est la saison de l'économie. Les gens se mobilisent. Parce que, n'est-ce pas, ils cherchent un mieux-être. Et je vais vous dire que le mieux-être, c'est la mairie. Le mieux-être peut être la mairie, ça peut être l'Assemblée nationale. Parce que vous n'allez pas comparer, n'est-ce pas, un député à un commerçant. Mais non, il n'y a pas match. Et autre chose, c'est que si le Cameroun, n'est-ce pas, avait pris la peine, par exemple, de toiletter le code électoral, l'engouement serait encore davantage massif. Parce que le code électoral est un problème, c'est un handicap. Il y a des points qu'il faut retoucher pour le rendre consensuel. Nous le disons depuis longtemps. Mais l'opposition gagne aussi avec ce code. Ah, mais de façon pénible. De façon pénible. Et il y a également le fait que, comme l'a dit M. Awono, les dates des élections ne doivent plus être, n'est-ce pas, une affaire je dirais même de la sorcellerie. Ça doit plus être l'apanage d'un parti politique. Les dates des élections doivent être connues longtemps à l'avance et respectées. Pour l'intérêt aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Et enfin, n'est-ce pas, il faut offrir, l'État a le devoir d'offrir à l'opposition camerounaise un statut particulier de façon officielle. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Merci, M. Gabriel Chougem. Je me tourne vers vous, Simon Messengue. Alors, est-ce que les batailles épiques auxquelles on a pu être spectateur il y a quelque temps encore, lorsque l'on évoquait les conseils régionaux, est-ce qu'elles ne vont pas aussi être justement revenir au devant de la scène lorsque l'on sait la difficulté qu'il y a? On ne parle pas de mobiliser les fonds, déjà comme M. Chougem, la difficulté qu'il y a à être investi au sein du RDPC. Il y a encore des gens qui sont dans les conseils de discipline là-bas chez vous, parce que justement, ils auraient bravé les plis fermés, ils auraient bravé justement la discipline du parti. Est-ce que vous ne pressentez pas, avec toutes ces annonces, qu'il y a quand même beaucoup de problèmes et de maux de tête pour la hiérarchie du parti? Monsieur Mbara, vous parlez, je vais d'abord évacuer le problème de plis fermés. Oui. Vous êtes à Info TV parce que réellement vous suivez exactement la ligne éditoriale de ce groupe de médias. Oui. C'est cette ligne qui permet à cette ligne de médias d'être grand et d'avoir des moyens financiers pour pouvoir répondre aux attentes et de son audience et de vous qui êtes des employés. C'est la même chose avec un parti politique. On ne vient pas faire ce qu'on pense dans un parti politique. On vient dans un parti politique et on est militant, parce qu'il y a une différence entre un militant et un sympathisant. Oui. Un militant est sujet au respect scrupuleux des textes du parti. Est-ce que vous n'avez pas la bonne réponse à la mauvaise question? Non, attendez. Et à ce titre, puisque j'entends des gens parler de plis fermés comme c'était mauvais, à ce titre, l'article 59 du règlement intérieur du RDPC dit clairement que c'est le comité central qui contrôle ses élus. Oui. Ça veut dire quoi? C'est le RDPC qui porte la vision du développement et souffle ça à ses élus. Vous ne venez pas avec des idées extérieures et vous venez braver cette vision-là et surtout les équilibres. Parce que un parti comme le RDPC, qui est un parti national, est très sensible aux équilibres. Alors, comment est-ce que vous percevez donc ce qu'il y a eu au Sud pendant le conseil régional? Ce qu'il y a eu au Sud est manifestement sur le plan du parti, parce qu'il faut lire ça sur deux angles. Sur le plan de la démocratie... Ajoutez même trois angles, moi j'ai pas le problème. Deux angles. Premier angle, c'est l'angle du parti. Oui. Le parti, sur le plan des équilibres, les équilibres de la région, a jugé nécessaire de mettre un président issu de la vallée du Ntem. Parce que dans les équilibres politiques, c'était le département le plus lésé. Le département de l'Anvila a 2 ministres, quelques directeurs généraux. Le département du Dia-Lobo a 2 ministres et quelques directeurs généraux. Le département de l'Océan a 1 ministre et plus de 8 directeurs généraux. Le département de la vallée du Ntem, jusqu'ici,
Nous n'avons que le président du conseil régional et le directeur du budget. Et donc, en minorant les équilibres de cette région au détriment des intérêts privés, c'est un problème privé. Privé, oui. C'est des intérêts personnels, c'est-à-dire que je vais être tel. Je veux, mais j'ai quand même aussi l'assentiment de la base. Non, écoute, on n'est pas la base. Attention, la base du conseil. Attention. De conseil qui s'exprime en la base. Non. Non, comment? Écoutez très bien. Quand vous parlez de la base, on a l'assentiment de la base à partir du moment où il y a eu des primaires. Ça veut dire que la base a voté des candidats. Ici, ce n'est pas le cas. Tous ceux-là, tous les 70 candidats du Sud, qui sont maintenant nos conseillers, nos plénipotentiaires, donc nos candidats, les conseillers régionaux, ont été investis par pli fermé. Ça veut dire que le comité central a pris leur dossier, il a signé que voici nos candidats, il a envoyé ça et les ça a été validé. Et donc, ça c'est au niveau du parti. Non, au niveau de la République, parce que justement, la République est au-dessus des partis politiques. C'est pour cela que ceux qui ont été investis et qui sont devenus des conseillers régionaux, avaient le libre choix de dire ok, nous acceptons de nous focaliser sur le plan de dire que nous acceptons être sur le plan de la discipline. Il y a beaucoup de difficultés. Non, je n'ai pas beaucoup de difficultés. Il fallait que les gens comprennent très bien cela. Non, je n'ai pas de difficulté. Je suis en train de dire donc que. Vous avez dit une chose son contraire. Non, je suis en train de dire, je vous ai donné deux grilles de lecture. Oui. La grille de lecture. La République et le parti qui est partisan. Maintenant, la grille de lecture de la République qui fait que ici. La République permet, c'est qu'on puisse placer les orientations du parti. Ici, la République ne connaît pas les orientations du parti. Ici, la République traite avec les conseillers régionaux qui ont donc voté. C'est pour cela que le camarade qui a été convoqué au conseil de discipline, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il a été et il est. Il demeure sur le plan de la République. Et c'est un élan démocratique, c'est-à-dire que ça n'a pas été. C'est ça le truc. Maintenant, il faut dire une chose. Quand le parti prend connaissance de cela, le parti a donc le droit de bien ficeler les choses de telle sorte que ce soit sa vision et pas la vision des individualités qui soit mise en avant. Parce que c'est au demeurant au parti qu'on va demander les comptes. C'est à nous qu'on va demander les comptes, nos partis politiques. Au RDPC, on va demander un individu lambda. On dit sur le RDPC, on dit le gouvernement RDPC, on ne dit pas tel. Donc le parti politique est dans cet ordre d'idées. C'est pour ça que vous entendez souvent dans les assemblées régionales, groupe RDPC, groupe régional RDPC, groupe communal RDPC, groupe parlementaire RDPC, ainsi de suite. Parce que c'est à ce niveau, et ça c'est l'article 59, c'est à ce niveau que justement le parti insuffle cela. Je voudrais vider cette histoire de calendrier électoral. Rapidement. C'est là où je comprends très bien que beaucoup d'entre nous, effectivement, non seulement on n'a pas la culture politique, mais nous ne nous intéressons pas à nous suivons seulement les ragots. Le calendrier électoral est connu d'avance. Les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les sénateurs et les députés ont un mandat de 5 ans. Pour ce qui est des conseillers municipaux et des conseillers régionaux et des députés, ils peuvent, d'abord les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, le président par décret, la Constitution le dit, la Constitution, la loi fondamentale, tout le monde le sait, dit que leur mandat peut être prorogé de 18 mois. Dans quel cas? Écoutez très bien. Sur les cas. Voilà donc. Dans quel cas? S'il vous plaît. Parce que la Constitution dit les cas. Dites la Constitution, dans quel cas? Je croyais que vous ne savez pas, mais je sais que vous l'avez fait exprès. Dans quel cas? Parce qu'en réalité, vous voulez cacher la vérité pour continuer au dénigrement. Dans quel cas? En clair, tout homme politique qui se respecte, c'est que les élections municipales et législatives sont dans un cadrage. Bon, dans un cadrage, vous qui maîtrisez, voilà. Les élections locales au plus tard en août, en fin août. Merci. Parce que c'est clair et net. Et ça ne peut pas être législatif. toutes ces élections-là. Oui. Merci.
Est-ce que vous savez que s'il fallait respecter la constitution camerounaise, les élections municipales et législatives qui arrivent là devraient en principe se tenir avant les élections présidentielles qui ont eu lieu dernièrement en octobre? Est-ce que vous le savez? Si ça avait été respecté, ça devrait se faire avant. Merci. Merci. On se méfier, n'est-ce pas, d'utiliser la loi, de torpiller la loi pour se faire des avantages. Ça, c'est un danger. On va compris. C'est un danger. Jacques Léonce, on poursuit l'exercice d'observation de ce déploiement prémisse justement de moments assez chauds dans sur l'espace politique au Cameroun. Simon évoque justement ces orientations d'état-major qui préfèrent donner la confiance à tel au détriment de Y, mais parfois, dans certains cas, en oubliant la volonté du peuple souverain et même populaire. Est-ce que aujourd'hui, en 2026, après les élections présidentielles, après les législatives, après les élections présidentielles et tout ce qu'il y a eu, est-ce que les législatives et les municipales, on peut se permettre d'ignorer encore justement ces signaux envoyés par les bases populaires? Absolument pas. Je voudrais rappeler à Simon que le respect du calendrier électoral est un principe fondamental de la démocratie. Oui, ça c'est même indiscutable. C'est un principe fondamental de la démocratie. Et il n'est pas respecté. C'est à vous de répondre. Donc en réalité, je vois très mal le fait qu'on veuille expliquer aux Camerounais que on proroge pour une deuxième fois consécutive le mandat des conseils municipaux et députés, qu'on veuille nous faire savoir que oui, vraiment. Et puis, Stéphane, vous l'avez dit, on a vécu une élection présidentielle. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne pas c'est comme ça, c'est une bonne touche pour les opposants, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une crise post-électorale que tout le monde connaît. Vous avez eu vos crises aiguës. D'ailleurs, Simon parlait, mais l'OSECAM nous a fait savoir que l'État a perdu 250 milliards dans cette crise post-électorale. Simon parlait. Mais c'est vous qui avez provoqué ça. Voilà. Oui, c'est les opposants qui ont donné les droits aux enfants. Je dis, Simon, nous sommes sérieux. Dites-le, dites que vous avez donné la drogue aux enfants. Je vous ai écouté, Simon. Je vous ai écouté. Dites aussi ça, Léonce. Pourquoi vous avez mal dit ça? Je vous ai écouté avec beaucoup d'amusement. Essayez aussi de m'écouter. Je dis qu'il y a une crise post-électorale qui, l'OSECAM nous a fait savoir que l'État a perdu 250 milliards de francs CFA dans cette crise. Elle n'est pas négligeable, donc on ne peut pas rire. Et 10 personnes sont mortes. On ne peut pas rire. Donc, je crois que si on avait eu à la tête de l'État du Cameroun quelqu'un qui avait pris ça en compte, on n'aurait pas pu reposer. Reposer. C'est pas acté, puisqu'il faut un décret pour acter. Ça sera acté. La session commence le mois prochain, ça sera acté. Ça sera acté. Donc, si on avait eu un homme qui avait pris ça en compte, que l'État a été secoué, l'État a perdu 250 milliards dans cette crise-là. 10 Camerounais sont morts. 10 Camerounais, oui, selon les chiffres officiels. On ne compte pas ceux qui sont en prison, on connaît les mineurs et tout ce qu'on connaît. Voilà. Qui vous a donné la drogue? On connaît aussi que Anissé Kane a trouvé la mort dans cette crise post-électorale. Si on avait eu donc à la tête de l'État quelqu'un qui prend ça en compte, est-ce qu'on serait resté dans le discours? Très bien. Est-ce qu'on serait là en train de reposer pour une deuxième fois consécutive le mandat des députés On aurait fait quoi? Et des conseils municipaux? Parce que, Stéphane, il y a cette soif de changement à la base. Oui. Je le dis toujours, si on n'a pas pu impulser le changement par le haut, il peut naître par le bas. On peut impulser le changement par le bas. Et le peuple camerounais a soif du changement. Alors, la discipline du parti que Simon rappelle et les statuts organisant le fonctionnement interne de son parti, est-ce que vous ne craignez pas que là-bas, ça soit même encore plus verrouillé que pendant la présidentielle? Oui, les choses du RDPC, en réalité, c'est un panier à crabe. Vraiment, on parlait, Simon, celle à la maîtrise de ce c'est un panier à crabe. Parce que, justement, c'est un panier à crabe parce qu'en réalité, on a vu ce qui s'est passé au Sud. C'est un exemple de démocratie.
Ce qui démontre qu'en réalité, le RDPC n'est pas un parti démocratique. Le D qui est là, c'est juste de la figuration. C'est du vernis qu'on a essayé de mettre. Mais dans la réalité, le RDPC n'est pas un parti démocratique. L'exemple du Sud nous démontre effectivement que, à la base, le RDPC, avec ses militants et sympathisants, donne des frustrations à tout le monde. Parce que dans le conseil régional du Sud, ce qui s'est passé en réalité, les conseillers régionaux étaient frustrés de vivre tout le temps les plis fermés qui viennent de Yaoundé. Et donc on impose des gens qu'on ne connaît pas. Accepter les plis fermés. On impose des gens qu'on ne connaît pas. On a dit de impopulaire. Impopulaire. Même ils ont été imposés. Simon. On a dit qu'ils ont été imposés à la base. Imposés par Simon. Imposés par le comité central. Simon. Ils n'ont jamais fait le dites-le. Je vous ai écouté. Dites-le. Vous n'avez pas dit la vérité. Et donc, des politiciens par décret. Et Stéphane, vous en savez que le Cameroun a un véritable problème de politiciens par décret. Oui. Il y a des gens qui deviennent politiciens par décret. Donc dès que M. Biassi, qu'il est ministre ou DG, le lendemain, passe sur la carte du parti. Il y a 80% sont comme ça. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais des gens comme Simon qui mouille le maillot, appelé aux personnes. Qui ne seront jamais appelés aux personnes. Et quand ils se mouillent, ils se mouillent chaque jour. Qui on va appeler alors? On va appeler les gens qui sont quelque chose là, puis il devient quelque chose de RDPC. On n'a jamais militant au RDPC. Je ne peux pas le citer. Donc, pour dire qu'en réalité, on ne peut pas prendre le RDPC pour exemple. Vraiment, ce qui se passe, l'engouement dans les partis de l'opposition, pour moi, est encourageable. Maintenant, ce qu'on peut demander, s'il y avait un conseil à donner à certains militants des partis de l'opposition qui ont envie de postuler, c'est d'essayer d'aller dans l'union. L'union fait la force. Et parce qu'il a parlé de quelque chose de très important, le problème de moyens financiers. C'est un problème pertinent. Parce que les amis de Simon ont les moyens de l'État et tout ce qui va avec, ils n'ont pas de ce problème-là. Sur les moyens de l'État, parfois ils vont en campagne avec les CA. Ils n'ont pas ce problème-là. Mais par contre, nos partis de l'opposition ont un véritable problème de moyens financiers. Et ce problème peut être résolu dans l'union des forces matérielles, des forces financières. Parce que vous savez que la politique chez nous, c'est les moyens financiers. Lorsque vous allez souvent au village, Stéphane, si vous allez au village, vous réunissez 10 de vos cousins, vous ne leur donnez rien, ils ne vont pas vous écouter. Ils vont partir, ils ne vont pas vous écouter. Mais si vous réunissez 10 de vos cousins au village, vous apportez un 10 litres de vin de palme, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter. Un problème de... Ils vont vous écouter. De pauvreté. Donc, la politique chez nous, c'est un problème de moyens. Il faut avoir les moyens pour faire la politique chez nous. Et nos partis de l'opposition ont un véritable problème de moyens financiers. C'est pour ça qu'il faut donner le jeu pour qu'ils se préparent mieux. Du tout. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de leur demander d'aller dans l'union des forces. Financière beaucoup plus. Parce que pour conquérir l'électorat camerounais, il faut avoir les moyens financiers. Parce que Gabriel l'a dit, 10 millions de Camerounais vivent sous le seuil de pauvreté. Tout le monde, c'est ça. Les Camerounais sont pauvres. C'est ça. 10 millions vivent sous le seuil, qui vivent avec moins de 500 francs par jour. Et ça me dit à nos dirigeants. Et donc, pour faire la politique, pour réunir 10 personnes, il faut avoir les moyens. Si vous réunissez 10 personnes et puis vous parlez seulement, ils ne vont pas vous écouter et puis ils vont partir. Mais si vous avez les moyens de votre politique, ils vont vous écouter. C'est vrai. Et puis peuvent même vous suivre. Donc c'est le conseil qu'il faut donner à nos gars de l'opposition. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez vous réunir sur le plan financier. C'est très important parce que les Camerounais ont faim. Merci Jacques Laurence. Je m'en vais relayer quelques communications qui nous sont parvenues. Je vais d'abord prendre de celle-ci puisqu'elle semble émaner d'un ressortissant centrafricain. Bonsoir à vous depuis votre position. Moi je ne maîtrise pas bien la politique mais j'apprécie vraiment l'idée et la politique du Cameroun. Si seulement les Centrafricains peuvent faire comme les Camerounais, ça serait mieux. Je parle de mentalité, de soutenir une seule personne au pouvoir. Tous les opposants doivent contribuer et s'associer au parti pour pouvoir créer et promouvoir la culture. Vraiment, big up
au continent. Moi, c'est Tidjani Gouniré, depuis la Centrafrique, capitale Bangui. Merci de nous suivre depuis Bangui, cher monsieur. Salut Stéphane et le panel, dites à Simon qu'il cesse de distraire les compatriotes du continent. Théoriquement, la justice est indépendante, alors qu'elle dépend de la politique. Qui est le patron de la justice? Si on admet qu'il faut de l'argent pour être élu, cela veut dire que les élus de l'opposition ne seraient pas de vrais opposants, peut-être des transfuges du RDPC, car s'ils étaient vrais, ils devraient réagir à la prorogation des mandats en cours. C'est M. Amara, il nous écrit depuis Abidjan. C'est un plaisir de vous suivre et de savoir que vous nous recevez 5 sur 5 depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane, la récurrence, c'est que on donne donc à Roger Belinga, en passant par tout ce gouvernement en prison, tout ce bon monde est curieusement du RDPC. Monsieur Messenguer, s'il y a séparation des pouvoirs au Cameroun, qu'est-ce que le président cherche dans la procédure judiciaire au point d'attendre l'arbitrage du chef de l'État pour libérer ou maintenir les gens en prison? C'est une interrogation. Merci à vous, monsieur Abo, pour l'interrogation. On prend rapidement une autre. Bonsoir Stéphane. En réponse à la thématique relative aux échéances électorales locales, je dirais que l'effervescence actuellement observée dans la sphère politique constitue avant tout une stratégie indirecte de pression exercée sur les détenteurs du pouvoir décisionnel, ce que l'on pourrait qualifier de tenancier du pli fermé. S'agissant du RDPC, force est de constater que les porteurs de candidature sont pour l'essentiel déjà connus bien avant les procédures formelles. Cette réalité alimente la perception d'un parti davantage structuré autour de cercles fermés que fondé sur une véritable compétition démocratique. La jeunesse y apparaît marginalisée, reléguée au second plan par des barons politiques qui semblent perpétuer une logique de conservation du pouvoir. Selon l'adage bien connu, tenir la chèvre tout en gardant la côte. Cette situation appelle, à mon sens, une relecture profonde des pratiques internes et des mécanismes de renouvellement politique. Quant aux autres formations politiques, les difficultés observées relèvent moins d'un verrouillage structurel que d'un déficit de maturité politique, tant dans l'organisation que dans la stratégie et la capacité à proposer une alternative. Merci pour l'excellente contribution, mais malheureusement, elle n'est pas signée. Prenons notre plateforme. Bonsoir, le grand soir. Le juriste Léonce n'en est pas un, il n'a jamais cité un article du Code pénal. Bon. Ce n'est pas une contribution, on vous attend dans des contributions plus structurées. Bonsoir Stéphane et à ton joli plateau. Cette histoire de corruption est déjà ancrée dans le sang des Camerounais. L'impunité encourage ce phénomène. De tout cela, le plus déplorable, c'est que la basse classe qui crie à la corruption est elle-même la base de la corruption. Un exemple des chauffeurs de transport, les mototaximens en sont la preuve. Ils connaissent ce qu'il faut faire, mais ils préfèrent donner les 500 000 francs à chaque passage, créant ainsi un corrompu et un corrupteur. Merci pour la contribution. Bonsoir Info TV. Très bonne émission. Nous vous suivons chaque jour. Le détournement au Cameroun a appauvri le pays. Aucune autorité gouvernementale n'est épargnée. Que tous ceux qui sont en fonction ramènent leurs fonds. C'est M. Marco à Kautal, à l'est du Cameroun. Monsieur Assigara, vous avez une minute. On va sortir. Oui, justement, moi, il n'y a que Simon seul ici qui est du RDPC. Sauf si Léonce et M. Sudjem et même vous-même, vous êtes du RDPC, pour mieux connaître et parler des affaires du RDPC, parlant des plus fermés. Je crois que l'explication de Simon, ici, est quand même une explication claire. Il s'agit, dans un premier temps, d'un problème interne au parti. Oui. Et il vous a bien parlé des deux grilles de lecture. Lorsqu'on sort maintenant dans le cadre du parti, on arrive au niveau de la République et on voit très bien le parti ne s'est offusqué, mais a laissé que la démocratie républicaine. Mais nous, on se projette déjà pour les législatives, les municipales à venir. Justement, s'il faut rester dans le cadre du RDPC, il est clair que tous ceux au sein du RDPC qui veulent l'être
ceux-là qui sont à la tête, à la tête décisionnelle, prendront des mesures pour que ce qui est arrivé au sud ne puisse plus arriver. Parce que, bien évidemment... Ça veut dire que les plus fermés seront de retour, les plus violents. Il s'agit de leurs problèmes internes. Ils ont décidé en interne de ne pas appliquer la démocratie au sein du RDPC et de procéder par des plis fermés. C'est leur intérêt. C'est pour eux là-bas. C'est la politique interne du parti du RDPC. Mais maintenant, lorsqu'on sort, vous avez vu très bien que ils peuvent bien comprendre, parce que si on pourrait se poser la question, lorsque les conseillers régionaux qui ont été adoubés par plis fermés ont décidé de voter celui-là qui n'a pas été adoubé par plis fermés, eux aussi doivent être interrogés dans le cadre du conseil de discipline. Puisqu'en réalité, ils n'ont pas exprimé la volonté du pli fermé en interne. Ils ont fait preuve de beaucoup de démocratie libérale, d'indépendance et d'autonomie. Donc, eux aussi doivent être interpellés du conseil de discipline. Alors, en fait, la personne, le candidat qui n'était pas celui que le RDPC a proposé, que la hiérarchie du RDPC a proposé, n'a pas eu 100%. Il a eu moins de 100%. Ce que je veux dire, c'est que cette éventualité ne peut pas se faire parce qu'en réalité, tout le monde va vous dire que moi, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté, vous ne connaissez pas qui a voté, qui n'a pas voté. D'accord. Alors, à partir de cet instant-là, ce qu'on peut bien dire, et c'est ce qui est un peu déplorable pour l'opposition maintenant, c'est de ne pas appliquer ce qui se fait au sein du RDPC dans l'opposition. C'est pour ça qu'ils ne gagnent pas. C'est-à-dire que vous imposez les gens qui n'ont pas travaillé, et vous les présentez comme des candidats. On gagne par parti, c'est le parti qui est représenté. Comme lorsque le Camerounais lambda vient voter, il vote qui? Est-ce qu'il vote Simon? Il vote le RDPC. Donc c'est le parti. Maintenant, aller au sein du RDPC ou alors au sein d'un autre parti politique de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de celui, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le problème de moyens financiers, et le parti étant asphyxié, n'ayant pas de moyens financiers, si vous arrivez, n'ayant pas travaillé à la base avec ce parti, vous arrivez avec des moyens financiers, vous les mettez sur la table, il est clair que à partir de cet instant, le parti va vous investir. Et lorsque le parti va vous investir, en réalité, lorsque le parti va vous investir parce que vous avez apporté de l'argent, vous n'êtes pas un militant de base de ce parti. Vous avez été parachuté à travers la toiture. Exactement. Donc c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous déplorons dans le cadre de l'opposition, de ne pas suivre ce qui se passe au sein du RDPC. Merci. Je voudrais dire ceci. L'une des raisons même du pli fermé, c'est ce que vous évoquez là. Parce qu'en réalité, beaucoup de militants mouillent le maillot. Mais le moment des hirondelles arrive, les gens viennent avec des sacs d'argent. Un peu comme vous. Des sacs d'argent. Un peu comme vous. C'est très bien, ne galvaudez pas. S'il vous plaît. En réalité, et c'est ça le problème, vous vous retrouvez donc avec quelqu'un qui a 50 millions de francs CFA. Il vous dit qu'il a du RDPC. Très bien. Et il pose sa candidature. Il arrose tout le monde. Et au détriment de ceux-là, parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mais ils ont donné leur intelligence, leur temps. Ils sont battus jour et nuit, sous la pluie, sous le soleil. Et vous croyez que le parti peut être insensible à ça? Non. Le parti est donc celui-là qui doit réguler tout ça à l'interne. C'est pour cela qu'il y a un arbitrage. Il y a des cas? Oui, il y a beaucoup de cas. Là je ne vais pas les citer. Non, je ne vais pas les citer. Je ne vais pas les citer, mais je vais vous donner des indications. Je vais vous donner des indications. Des indications. Vous savez très bien que dans ce pays, certains fils de ministres et autres ont perdu les élections. Les primaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que vous pouvez avoir de l'argent au RDPC. Il y a ce qu'on appelle les états de service. Vous savez qui signe ça? C'est le président de section.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain. Vous dites que non, vous voulez telle ou telle chose parce que vous avez des moyens. Vous ne connaissez pas le Vous n'êtes pas sérieux. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas sérieux. Vous savez qu'avant d'avoir le dossier qu'on dépose à l'ECAM, il y a un dossier qu'on dépose. Moi, je vous dis, je suis derrière des CC. Vous n'êtes pas il y a sérieux. compétit. Donc, ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. C'est plus compliqué que ce que vous dites là. En réalité, ceux qui veulent la mort du plus fermé sont les ennemis du RDPC. Ils sont les ennemis du RDPC parce qu'en réalité, c'est ça qui maintient la base. Ah bon? Quelqu'un peut être en Belgique en tout cas. Je prends un cas de Et ce qui s'est passé au chute, c'est quoi? Très bien, très bien. Ce qui s'est passé au chute, Je c'est veux quoi? dire une chose. Le chute, c'est quoi? Expliquez le C'est chute. un problème interne au Gabon. Donc j'ai le droit de réserve. Je ne peux pas dire certaines choses. Mais en réalité, sachez que pour le RDPC, pour la suivi de la base, le plus fermé est la meilleure chose. Vous aurez des grands financiers Dans un parti démocratique, plus fermé, dangereux, Simon. Oui, Une minute, on c'est sort. juste pour dire que vraiment, donnons la bonne information à nos compatriotes. Et sachant qu'on nous suit dans les pays développés tels que la France, tels que le Canada, tels que les États-Unis, où les élections se passent de façon démocratique. Les plus fermés n'existent pas en matière de démocratie. Lorsqu'on dit élection, l'élection c'est quoi? On va voter la personne que l'on veut. Et ce n'est que, n'est-ce pas, le résultat des votes qui désigne tel ou tel vainqueur. Et non pas les plus fermés, s'il vous plaît. Les plus fermés relèvent, n'est-ce pas, de la roubladise politique, comme je fais de l'opposition ou comme je fais du pouvoir. Il faut annuler ça. Maintenant, je vais résumer en une seconde sur les 250 milliards qui ont été perdus, n'est-ce pas, au terme de la crise post-électorale. Vraiment, juste pour dire que, vous savez, monsieur Stéphane Baga, je suis très sensible, n'est-ce pas, moi qui suis, n'est-ce pas, dans des écoles, dans des collèges, tous les jours, je touche la misère des Camerounais. C'était l'argent des Camerounais, c'est l'argent du GECAM. Écoutez, l'argent du GECAM, c'est l'argent des Camerounais, monsieur. Le GECAM n'est pas composé de Français ou bien des Camerounais. Ce sont les Camerounais. Qui ont créé cette perte-là? Pour dire que cet argent qui est passé, que ce soit n'importe qui, quelle que soit la couleur de ceux qui ont été à l'origine de la perte de ces 250 milliards, n'est-ce pas? Ça, c'est à condamner. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, 45% de la population qui avait moins de 1 000 francs par an, cet argent aurait pu aider à créer des entreprises, non seulement pour freiner les zones rurales, mais également pour démanteler l'espace réseau de Camerounais qui vont... On a compris. C'est dangereux. Merci Michel Gabriel Chougem pour votre coup de gueule sur les 250 milliards évaporés. Chiffres GECAM, ce n'est pas les miens, pendant la fameuse crise post-électorale. On prend le break et on revient tout de suite après pour évoquer ces chantiers abandonnés dans la ville de Yaoundé, principalement les chantiers routiers. Tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir. Au pas de course désormais, on va évoquer justement ces chantiers inachevés et à l'abandon dans la ville de Yaoundé. Jacques Léonce, en offre, vous révéliez que c'était très difficile de circuler à Yaoundé aujourd'hui du fait de ces routes-là qui, justement, pour certaines débuter ou alors lancer dans un renouvellement à la veille de la présidentielle. Mais aujourd'hui, la présidentielle est arrivée, tout le monde est parti, il n'y a que les Camerounais dans la détresse. Ah oui, c'est un vrai problème, vraiment. On n'arrive plus à se déplacer à Yaoundé. Et si en 2026, en pleine cité capitale, on ne réussit plus à se déplacer, il y a un souci. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route. Les petites routes qu'il y en avait sont toutes en chantier. Est-ce que M. Biya s'est réveillé à la 43e année de son majesté pour arranger Yaoundé? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'on ne peut pas engager tous les chantiers routiers au même moment et puis dès que la présidentielle, on les abandonne, on n'arrive plus à circuler. Vous verrez qu'à Yaoundé, il y a tous les chantiers qui ont été engagés avant la présidentielle. Presque tous ne sont pas achevés. Aucun n'est achevé. Nous sommes à Foulan, Jacques Léonce. Il suffit de descendre là, après le Club France. Il y a un chantier là-bas, envolé. C'est compliqué là-bas. Ça veut donc dire que l'intention, c'était pas d'arranger les routes. L'intention, c'était d'appâter l'électorat. Oui. Ils ont réussi. Malheureusement, c'était ça l'intention, appâter l'électorat. Et puis dès que l'électorat a été en acquis, on abandonne les chantiers. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à circuler à Yaoundé. Vous ne pouvez pas emprunter un taxi, vous faites le temps que vous avez organisé faire dans un taxi.
C'est très compliqué de se déplacer à Yaoundé. Et ça, si en 2026, on continue de parler de ce type de problème-là, en pleine cité capitale, Oui. il y a un véritable souci. Merci. Monsieur Assiga, Jacques Mélenchon nous fait le parallèle de l'élection présidentielle avec ces chantiers engagés avec beaucoup de renforts communicationnels. La présidentielle achevée, l'électorat gagné. Ceux qui se présentaient avec beaucoup de tracteurs et d'engins ont disparu. Peut-être ils vont réapparaître dès que le corps électoral sera convoqué pour les législatives et les municipales. Bien entendu, ça c'est une manœuvre d'un pouvoir qui est centralisé. Ça c'est juste des manœuvres qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Il faudrait comprendre que le problème qui est posé sur la table est un problème de gouvernance urbaine, qui en réalité sévit dans beaucoup de pays comme ça lorsqu'il y a des tensions entre la centralisation et l'autonomie communale. Oui. C'est ce que nous vivons en réalité. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de séparation claire, Décentralisation. oui, c'est là où je vais en venir, lorsqu'il n'y aura pas de séparation claire avec une autonomie locale des communes, nous arriverons toujours à cet affaire parce qu'il y a quoi? C'est justement, c'est ça le véritable problème. Qui doit faire quoi? Même je ne peux pas vous répondre. Il y a la mairie, il y a la mairie de Exactement, c'est ça le vendu. On n'en Qui sait doit faire quoi? Mais envoyer la route est... Exactement, on n'en sait absolument rien. C'est la raison pour laquelle le projet sur la décentralisation effective est un projet qui serait salutaire si jamais nous arrivons à cette décentralisation. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est du saupoudrage. Chacun veut se faire voir, alors il demande à ses amis qui ont des engins de venir placer les engins et de faire quelque chose, et dépenser quelques millions là, juste question de voir que c'est telle institution qui a placé ces engins. C'est ce que nous vivons en réalité. L'élection achevée, tout le monde dit... L'élection achevée, il en est, puisqu'en réalité, ce n'était pas un projet qui était organisé dans un budget bien précis. Alors, il enlève ces engins. C'est ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous sommes dans une situation où il faut se faire voir, il faudrait montrer à celui qui vous a placé là que vous travaillez, surtout en une période très sensible comme la période préélectorale. Donc il faut automatiquement faire sortir des engins, surtout s'il s'agit de votre arrondissement, oui, ou encore de votre zone, de département, de votre zone de compétence. Vous faites donc sortir des engins. N'oubliez pas que les mairies ont des engins à profusion disposés. Alors, il suffit tout simplement de mettre quelques millions pour mettre le carburant et permettre qu'on engage les travaux et après on arrête. Il s'agit en réalité d'un problème, comme je l'ai dit, de gouvernance urbaine et que nous devons sortir de là avec une décentralisation effective. Et question de voir ici, d'élaguer quelle est l'administration qui fait quoi. C'est un foisonnement d'administration qui ne servent à rien. Mindu, MINTP, c'est un mélange qui ne sert vraiment à rien. Bref, un foisonnement qui sert effectivement les intérêts des personnes particulières. Mais quand il s'agit de travailler pour le Cameroun, il est question de voir. S'il s'agit de MINTP, qu'on laisse les prérogatives au MINTP pour faire et qu'on demande les comptes au MINTP. Michel Gabriel Chougem, qui doit faire quoi? Mais les populations se posent la question. Il ne se passe plus de jours sans que nous-mêmes nous soyons interpellés. Qui doit faire quoi? Lorsque, par exemple, du côté, on peut prendre Mélène, l'embranchement qui passe par Madjeni, où là-bas c'est l'enfer sur terre. Malheur à vous s'il pleut, et que vous êtes automobiliste, et vous prenez l'embranchement, c'est un calvaire à nul autre pareil. On a vu quelques coups de pelle, quelques coups de tracteurs, les tracteurs étaient là avant la présidentielle, mais une fois l'élection achevée, tous les tracteurs ont disparu. C'est à croire que, encore une fois de plus, il y a comme un complot contre les citoyens de Yaoundé. Malheureusement, un adage dit que lorsque les éléphants luttent, ce sont les zèbres qui souffrent. Vous voyez, la longévité, n'est-ce pas, non seulement est chrysogène, mais un pays a besoin, n'est-ce pas, de changement pour impulser un certain dynamisme. Oui. Quand on prend l'exemple d'un ministère comme le ministère des Travaux publics qui est dirigé par notre compatriote Nganou Djoumissi, qui est là depuis Matuzariem. Même chose pour le ministère de la ville, là, vous voyez, où les ministres sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais finalement, à la longue, n'est-ce pas, cela crée... Au-delà de la longévité, est-ce qu'il n'est pas opportun
à date de définir les compétences. Puisqu'on a l'impression que c'est le même espace, mais avec des compétences diverses. Chacun sait ce qu'il peut faire. Alors personne ne sait ce qu'il doit réellement faire. On peut même définir les compétences, n'est-ce pas? Mais lorsque ce sont les mêmes qui sont là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais cela crée, n'est-ce pas, une certaine sclérose. Cela crée, ça veut dire un manque de dynamisme, un comportement amorphe qui crée, n'est-ce pas? Vous voyez, et je voudrais ici, vous savez que l'autoroute Douala-Yaoundé dure déjà depuis presque 10 ans et a déjà englouti environ 880 milliards de francs CFA. Vous voyez? Oui. Je vous assure que si on mettait un autre compatriote à la place de ce ministre qui Mais on dit que l'argent est fini de ce côté. l'argent est fini à cause des détournements de fonds publics, Stéphane Baga. Le compatriote arriverait, lui ferait le miracle. Mais je crois, le miracle est possible. Le miracle, ça dit que ceux-là qui nous dirigent, n'est-ce pas, pensent à renouveler la classe politique, pensent à renouveler, le renouvellement crée le dynamisme. Merci. Vous voyez, c'est ça le problème. Bon, maintenant, lorsqu'on laisse les routes, on commence, on laisse. On commence, on laisse. Et quand les élections viennent, on reprend les... Vous voyez que ça, c'est du sadisme, M. Stéphane Blaka. Et puis, maintenant, la question, une question se pose directement. Comment est-ce que ce parti-là fait pour gagner chaque pan? Toujours le LPC. Il gagne. Mais on ne voit pas ce qu'il fait sur le terrain. Vous voyez, on voit ce qu'on a des victoires. On voit la victoire. On voit la victoire. Mais sur le terrain, il n'y a rien de palpable. Il n'y a rien de tangible. Il n'y a rien de vérifiable. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qu'on peut mettre dans le panier de la ménagère. Mais chaque fois, il gagne. Merci, merci. C'est bon, monsieur Gué. Alors, le constat là, on a l'impression que c'est un vaudou permanent qu'on assiste. La veille des élections présidentielles, on voit les tracteurs arriver, on voit les annonces, on a écho de quelques actions engagées ici et là sur certains tronçons routiers. La présidentielle achevée, tout le monde disparaît. Et on revoit les mêmes la veille des législatives et des municipales. Comment ça s'annonce là? Les mêmes vont revenir sur le terrain. Je voudrais entamer mon propos par une digression. Vous avez condamné les plus fermés, non? Vous avez dit que c'est la démocratie. Vous accusez encore le RDPC, pourquoi? La démocratie, non? Alors, à l'essentiel, c'est pour dire, et c'est pour clôturer que si vous attendez, vous demandez des comptes au RDPC, permettez-lui de vous fournir les candidats qu'il veut. Et dans son cas d'interne, ne le jugez pas. Voilà. Maintenant, je voudrais dire ceci. Le cas des villes de Yaoundé et Douala est un peu complexe. Il est un peu complexe parce que il y a plusieurs entités, notamment 3. Le MINDU qui gère les éléments ponctuels dans l'urbanisation, la mairie de ville qui gère les grands axes. Je prends par exemple, parce qu'on a seulement dit les axes dont les chantiers sont arrêtés, il y a aussi des axes qui sont terminés. Par exemple, l'axe Obili, Biemassé, Vogbeti, qui est terminé, c'est-à-dire qu'on a bien nivelé, ça roule vraiment bien, mais il y a des axes où les chantiers sont arrêtés. Donc, on a donc la mairie de ville, on a les mairies d'arrondissement et on a le MINDU. Qui doit faire quoi? Mais je vous ai dit que le MINDU gère les affaires ponctuelles. Et qu'est-ce qu'il veut? Ponctuel, ça veut dire quoi? Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'on dit ponctuel? Le problème, c'est quoi? Le citoyen lambda qui vous regarde. Non, le citoyen lambda n'est pas bête. C'est seulement à vous de croire que MINDU ponctuel. Quand vous dites ceci, quand vous pensez que ceux qui sont à la maison sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. Quand vous dites le citoyen, c'est comme si le citoyen lambda c'est explicite. Je suis en train de vous dire que ces 3 entités ont chacun son champ d'action. C'est ça une question. En volet, qui doit faire quoi? Là, tout juste là, c'est la mairie de ville qui a commencé ces travaux-là. Même. Et vous écoutez, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la mairie des villes. C'est pas ponctuel là-bas pour le MINDU? Non, ça c'est les activités de trucs. Mais il faut noter donc qu'il peut y avoir des enchevêtrements, comme vous avez dit. De compétences. Maintenant, les compétences. Et maintenant, le MINDEVEL, que certains disent qu'ils ne doivent même pas exister. C'est à eux d'arbitrer cela sous l'autorité du Premier ministre qui est donc je crois c'est l'arbitrage de la décentralisation, c'est le MINDEVEL. Donc il faut le dire. Oui, vous n'avez pas besoin parce que vous êtes tout. Alors l'essentiel, le temps est achevé. Maintenant, il faut noter une chose. Vous voyez, à une certaine époque, le président nommait ce qu'on appelait les délégués du gouvernement. Ce sont les mêmes populations et la même société civile
qui disait que non, nous on a vu où on doit faire les élections. Et en ville, on doit faire les élections, vraiment, qui me venait à vieux, ainsi de suite, ainsi de suite. On voulait dire ça, non? Aujourd'hui, j'ai vu des gens dire, mais il fallait qu'ainsi de suite. Sachant une chose, c'est quoi? C'est que parfois, il faut apprécier ce qui se fait. Et on a voté le maire de ville. Oui, le maire de ville a été voté. Il a été merci, mais il faut noter une chose. Mais il faut noter une chose. Mais vous avez noté une chose. On dit comme pour dire, c'est une digression à votre âme. Mais on dit, c'est qu'il y a un problème de fond. Ce sont les moyens financiers. L'État du Cameroun, en ce moment, n'a pas assez de moyens financiers. Donc, c'est un chantier. Pour ce début de mandat, pourquoi avoir commencé s'il n'y a pas de moyens? C'est vrai. Parlant des moyens financiers, les moyens, le budget spécial que le président a mis en place a lancé les chantiers. Le budget qui commence va faire le nécessaire. Je suis convaincu que toutes ces trois entités doivent se mettre ensemble pour pouvoir finaliser. Le problème des moyens financiers que vous dites est réel. Et je repose à cause de la mauvaise. Je voulais rappeler que 1661 milliards ont été détournés comme on a en 2004. Merci. Pas de bonne gestion. Merci. La mauvaise gouvernance. On a compris. Le temps est imparti pour cette super production. Du grand soir est malheureusement arrivé à terme. On vous dit merci à tous ceux qui ont pris la peine de réagir à ce qui était dit sur ce plateau. On parlera beaucoup de politique ce soir sur Info TV. Ne ratez pas, ne manquez pas le rendez-vous. C'est mon messenger. Vous avez beaucoup évoqué le Sud. Un élément essentiel du Conseil régional du Sud sera en nos studios ce soir, lorsqu'il sera 21h. Madame Katimeba, la conseillère régionale du Sud, elle sera là. Et première vice-présidente, la précision vaut la peine. Elle sera face à Jean-Jacques Zé, justement, pour revenir sur les séquences inhérentes à cette élection qui fait encore aujourd'hui beaucoup réagir. Ne manquez pas le rendez-vous, 21h. À vous la parole, Katimeba, face à Jean. Il faut rappeler qu'elle a dit qu'il n'y a plus fermé. On a compris. Et pour ceux qui nous regardent, vous ne bougez pas, puisque dans une poignée de minutes, ce sera le temps de l'information en langue de Shakespeare. Oui, c'est en langue de Shakespeare sur Info TV, puisque nous donnons la parole dans les différentes langues. 20h, Madame Karen Biya sera là pour le même exercice en langue de Molière, puisque Info TV, c'est l'information, la vraie. Restez fidèles au groupe La Météo, puisque justement, nous avons cette panoplie d'offres. Info Matin, La Météo Presse, le diamant de la couronne, Info TV. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end et bien le bonsoir.